Revenons donc sur ces grandes catégories d'actionnaires qui est caractérisée par une très grande diversité. Alors je vais les citer, je dirais, de façon successive, hein, donc en commençant par les fonds d'investissement qui sont aujourd'hui les plus présents dans les sociétés cotées, mais aussi les investisseurs institutionnels, nous verrons de quel type d'acteurs il s'agit, le capitalisme familial, c'est-à-dire les familles ont joué et continuent à jouer un rôle extrêmement important dans le contrôle des firmes. L'actionnariat individuel ou des petits porteurs, effectivement, il existe encore des dispositifs qui permettent à des petits porteurs individuellement, qu'on appelle aussi des petits actionnaires, d'être toujours présents dans l'actionnariat. L'actionnariat salarié, dont on a déjà dit deux mots, hein, c'est une partie prenante, les salariés, on peut les retrouver donc directement dans la gouvernance via l'actionnariat salarié. D'autres entreprises, dans le cadre de stratégies de groupe et de prise de participation dans le capital des firmes. L'État, enfin, l'État évidemment peut être un actionnaire. Donc on le voit, une diverses origines donc, pour ces actionnaires, et il est donc très important de comprendre à qui on a affaire. Alors, si on commence par la première catégorie, donc ces fameux fonds d'investissement. Eux-mêmes sont illustrés ou peuvent s'illustrer par une très grande diversité. Ce sont des investisseurs d'abord professionnels. La plupart du temps, ce sont des acteurs qui peuvent être très très gros, de grands fonds d'investissement, notamment nord-américains, où ils sont très développés, ou des fonds d'investissement plus petits, de quelques personnes, mais qui interviennent dans le capital des firmes. Mais ils ont comme point commun d'être des professionnels de l'investissement et, je dirais, des professionnels des achats d'actions. Ce genre de fonds est en général une structure qui est pilotée par un gérant, qui va définir une stratégie d'investissement. Et donc, comme je vous le disais, on trouve des dispositifs très variés, de la simple SICAV, hein, donc ces organismes de placement collectif, où on retrouve des petits porteurs, jusqu'à des grands fonds spéculatifs, parfois appelés fonds vautours, parce qu'ils mettent une grosse pression sur les actionnaires, sur les autres actionnaires et également sur les managers de ces firmes. En fait, ce qui va déterminer le comportement de ces fonds d'investissement, c'est de voir un petit peu la nature de leur financement, comment leur propre actionnariat est constitué, parce qu'en fait, c'est ça que ne font pas toujours les personnes qui analysent la gouvernance et qui analysent l'actionnariat, c'est qu'ils ne regardent pas dans le détail un petit peu à quel type de fonds d'investissement ils ont affaire, ce qui va déterminer largement leur attitude à l'égard du management de l'entreprise au sein de laquelle ils opèrent. Et on va le voir, ces fonds d'investissement interviennent aussi bien dans le capital des sociétés cotées que dans le capital des sociétés non cotées. Alors, les investisseurs institutionnels, eux, sont d'une catégorie un peu différente. Parfois, les définitions ne sont pas forcément toujours très convergentes, mais c'est un peu différent quand même des fonds d'investissement. On retrouve en numéro un de très loin, et notamment en France, les assureurs, ou certains établissements de crédit spécialisés comme la Caisse des dépôts ou comme la Banque publique d'investissement. Ce sont des acteurs qui interviennent dans le capital des sociétés. Donc les assureurs, eux, sont aujourd'hui quand même un petit peu moins présents du capital des sociétés. Sans rentrer dans le détail, en fait, ils subissent une réglementation appelée Solvency II, qui ne les incite pas beaucoup en fait à être détenteurs du capital des firmes, et donc ils sont un petit peu moins investisseurs en capital qu'ils n'ont pu l'être par le passé, et parfois même certains assureurs se sont complètement retirés du marché des actions, alors que d'autres structures comme la Caisse des dépôts ou la BPI, elles, sont restées présentes, mais ce sont des acteurs proches de l'État. Donc ces acteurs spécialisés sont présents aussi dans le capital des sociétés cotées ou non cotées, de la même façon que les grands fonds d'investissement. Alors, les assureurs, eux, vont intervenir via des contrats d'assurance vie, hein, le plus souvent en France, c'est comme ça. Donc ces fameux contrats d'assurance vie que vous pouvez avoir, avec notamment une partie UC, en unité de compte. Quand vous avez un plan d'assurance vie en unité de compte, pour partie, ça veut dire qu'une partie des fonds que vous avez déposés pour l'assurance vie va être investie par l'assureur dans le capital des sociétés et donc en actions. Vous avez également des plans d'épargne qui sont proposés par les banques, comme des PEA, plans d'épargne en actions, où là, effectivement, votre épargne est investie dans certaines actions. Pour changer de catégorie, après les investisseurs institutionnels, donc le capitalisme familial. Alors le capitalisme familial, lui,
je dirais qu'il est aux origines du capitalisme, puisque toutes les sociétés qui ont été créées, à un moment donné, ont été créées par une personne ou quelques personnes. Et donc, dès le départ, les entreprises ont une dimension familiale. Mais on va parler vraiment de capitalisme familial quand, après plusieurs générations, disons quand même au moins deux, une famille détient la majorité des droits de vote, ou en tout cas suffisamment de droits de vote pour exercer le contrôle. Et donc on a tous en tête des familles en France qui sont fortement présentes dans le capital d'entreprise, comme la famille Bettencourt à L'Oréal, ou comme la famille Peugeot donc dans PSA. Ces familles exercent leur contrôle le plus souvent en constituant une société holding, ce qu'on appelle une holding familiale, ou via un family office. Alors un family office, c'est un dispositif un petit peu particulier, souvent proposé par une banque privée ou une société ad hoc, et qui a l'objectif, comme une société holding, de détenir les actions de la société dans laquelle la famille est impliquée depuis l'origine. Enfin, il y a aujourd'hui beaucoup de discussions sur ce capitalisme familial. C'est un mode de contrôle en débat qui est évidemment reconnu, hein, très apprécié pour son engagement de long terme, mais parfois on s'est aperçu que les familles avaient du mal à évoluer et à prendre les décisions qui s'imposaient pour pouvoir assurer la pérennité au-delà d'une certaine taille et dans un nouveau contexte concurrentiel. Et donc parfois on est obligé, je dirais, de faire reculer la famille de façon à faire évoluer la gouvernance de la société. L'actionnariat individuel ou des petits porteurs, alors ils continuent à exister, hein, même si on les voit de moins en moins intervenir dans le capital des sociétés. En fait, donc, leur présence se réduit, hein, plutôt en tout cas en France, ce qui dénote aussi une certaine difficulté, voire certains disent une défiance à l'égard des marchés financiers. Mais ils sont quand même présents via des fonds structurés, portés par des gestionnaires d'actifs, le plus souvent commercialisés par des banques. Et donc, quand vous achetez une SICAV, quand vous achetez un fonds commun de placement, un PEA, comme je le disais, ou l'assurance vie, eh bien, vous avez effectivement la possibilité, via ces gérants, d'investir dans le capital des sociétés. Alors évidemment, dans ce cas-là, on a relativement peu d'influence directe dans la gouvernance, hein. C'est surtout le gérant qui peut éventuellement avoir un petit peu d'influence, et encore, hein, souvent leurs participations sont très petites au regard de la taille du capital. L'actionnariat salarié, lui, alors j'ai déjà un peu évoqué cette question, mais j'y reviens ici. Donc l'actionnariat salarié, on assiste là, je dirais, à deux types de situations, hein, dans le cadre de cette modalité qui a pour objectif d'impliquer et de fidéliser les salariés. Alors, évidemment, il y a des entreprises qui ont un intérêt tout à fait majeur à impliquer leurs salariés dans la gouvernance, parce qu'ils vont considérer que c'est un acteur clé au moment d'une opération de rachat. Effectivement, quand les salariés collectivement détiennent une part assez significative du capital, évidemment, c'est une arme, je dirais, anti-rachat, anti-OPA, parce que les salariés ont souvent tendance à privilégier la gouvernance actuelle, les dirigeants actuels, sauf à ce qu'il y ait vraiment un conflit majeur, et c'est perçu souvent comme un facteur de stabilité. Ensuite, les entreprises. Évidemment, une entreprise peut détenir une partie, tout ou partie du capital d'une autre entreprise, hein. Donc c'est le système des participations, hein, qui peuvent être minoritaires ou majoritaires. En général, les entreprises qui font ce genre d'investissement, ce genre d'opération, le font dans le cadre d'une acquisition. Donc une entreprise rachète une autre entreprise afin de constituer un groupe, hein, dans lequel ils vont être majoritaires. À ce moment-là, effectivement, on retrouve des sociétés qui sont à la tête de plusieurs filiales dont elles détiennent à chaque fois une majorité du capital. Ou bien, si on veut simplement consolider une alliance entre deux entreprises, et c'est le cas de Renault-Nissan, ou pour consolider des partenariats commerciaux et industriels, deux entreprises peuvent décider d'avoir des participations dans le capital, sans pour autant donc être majoritaire. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, la prise de participation au capital par d'autres entreprises répond à ces deux types de stratégies. Et enfin, dernière catégorie d'actionnaires, l'État actionnaire. Donc l'État actionnaire, c'est une situation un petit peu particulière, hein.
D'abord, c'est l'Agence des participations de l'État qui est l'acteur qui va gérer ces participations et qui va prendre des participations ou éventuellement vendre des participations. L'État, il est majoritaire encore aujourd'hui dans quelques entreprises, hein, qui en général étaient pour la plupart des administrations il y a quelques années. La Poste, par exemple, ou EDF. Et là, effectivement, l'État détient le contrôle total de ces entreprises. Mais également, il a des participations minoritaires, là encore souvent dans des secteurs où il a eu des administrations en place, hein. Alors certes, il est minoritaire, mais il est quand même influent dans ces entreprises qui, elles, ont engagé depuis longtemps un processus de privatisation. Et on a tous en tête le cas d'Air France ou le cas de Renault, ici, qui, effectivement, où l'État n'a pas plus d'une quinzaine de pourcents du capital.